Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, Hervé Chezeville à l'antenne, toujours heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. Depuis quelque temps, les rendez-vous électoraux en Afrique francophone apportent leur lot de désespérance et de désillusion. On a l'impression que l'Afrique parfois fait du surplace, parfois même est en pleine régression en ce qui concerne la démocratie et les droits de l'homme. Dans une récente émission, je décrivais le scandale que représente le maintien au pouvoir 36 années durant de Denis Sassou Nguesso et sa réélection pour un énième mandat le 21 mars dernier à l'âge de 77 ans. Depuis, les farces électorales se sont succédées en Afrique francophone. La plus grande déception est venue du Bénin, l'ancien Dahomey, ce petit pays qui avait pourtant joué un rôle de pionnier dans les processus démocratiques qui se répandirent sur le continent africain au début des années 90. Après avoir goûté, comme le Congo-Brazzaville, au délire militaro-marxiste dans les années 70 et 80, le pays avait en effet connu une transition politique pacifique et il s'était même offert, chose ô combien rare en Afrique, des alternances politiques. Le Bénin a en effet déjà connu 4 alternances depuis la fin du régime militaro-marxiste de Mathieu Kérékou en 1991. Et lors des dernières élections présidentielles de 2016, pas moins de 33 candidats étaient en lice. Les observateurs pensaient que si la démocratie avait réussi à prendre racine en Afrique, c'était bien au Bénin. C'était sans compter avec l'ambition d'un homme d'affaires devenu politicien, Patrice Talon, à ne pas confondre avec Achille Talon, qui est beaucoup plus sympathique. Patrice Talon, donc, élu une première fois à la présidence de la République en 2016, à 58 ans seulement. Cet homme d'affaires devenu politicien est né le 1er mai 1958 à Ouidah, cet ancien comptoir portugais tristement célèbre pour avoir été, au XVIIIe siècle, l'un des principaux centres de vente et d'embarquement d'esclaves vers les Amériques. Dans les années 80, Patrice Talon a fait fortune dans la filière du négoce des emballages et des intrants agricoles. Il créa en 1985 la société de distribution intercontinentale qui fournit des intrants agricoles aux producteurs de coton. En 1990, à la suite des recommandations de la Banque mondiale dans le cadre de l'accord de libéralisation économique mis en place dans les États ouest-africains, le Bénin était appelé à se désengager de la filière de la production de coton. Patrice Talon gagne alors le marché d'implantation de 3 usines d'égrenage de coton au Bénin. Il devint ainsi un acteur incontournable du coton béninois durant les années 90 et 2000. Les multiples sociétés de Talon ont gagné en réputation grâce à leur gestion moderne, grâce à leur régularité vis-à-vis des impôts et aussi pour la stabilité des emplois. Les employés ont bénéficié d'un salaire souvent nettement au-dessus de la moyenne nationale. En 2006, il a soutenu le candidat Boni Yayi, qui fut élu président. En 2008, Patrice Talon a obtenu du gouvernement de son ami Boni Yayi le rachat de 10 usines d'égrenage, encore sous contrôle étatique, ce qui donna à son groupe, en tout cas, un quasi-monopole de la filière coton, avec 15 usines sur 18 au total. Mais, à partir de 2011, Patrice Talon tomba progressivement en disgrâce du fait de démêler avec le chef de l'État dans des affaires de subventions agricoles ou du programme de vérification des importations. Boni Yayi accusa Talon de mauvaise gestion
non seulement dans le programme de vérification des importations, mais aussi dans toutes ses affaires, alors même que Patrice Talon avait financé la campagne électorale du président. Ces affaires n'ont jamais connu de suite judiciaire, mais elles amenèrent Patrice Talon à aller s'exiler en France. Le président Boni Yayi l'accusa alors d'avoir fomenté depuis son exil un complot visant à l'empoisonner. Patrice Talon rejeta cette accusation et déclara qu'en réalité, Yayi cherchait à lui nuire depuis qu'il avait refusé de soutenir sa tentative de révision de la Constitution afin d'obtenir un troisième mandat. On revient toujours au fameux troisième mandat. Ces différentes affaires ayant finalement été classées sans suite, Patrice Talon put rentrer au Bénin en 2015 et se lancer en politique avec des idées telles que le mandat présidentiel unique et la consolidation de la République. Alors qu'il se lançait dans la course à la présidence, l'homme d'affaires devenu politicien était un homme riche, très riche même, puisqu'il figurait au 15e rang des plus grandes fortunes d'Afrique subsaharienne francophone dans le classement Forbes de 2015. Son patrimoine était alors estimé à 401 millions de dollars. Candidat à l'élection présidentielle de 2016, il se présenta comme le candidat de la rupture et de l'indépendance de la justice. Il annonça qu'il ne briguerait qu'un seul mandat de 5 ans, ainsi que son intention d'inscrire cette limitation à un mandat seulement dans la Constitution. Au premier tour, il arriva en seconde position, juste derrière le Premier ministre sortant, Lionel Zinsou. Le soir du 20 mars, grâce notamment au soutien de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon, arrivé troisième au premier tour, Patrice Talon remporta le second tour de la présidentielle avec 65,37% des voix contre 34,63% à son adversaire. Président sans parti, Patrice Talon a vu plusieurs de ses tentatives de réforme rejetées par le Parlement. Il a alors créé, en janvier 2019, en prévision des élections législatives béninoises de cette année-là, l'Union progressiste et le Bloc républicain afin de soutenir son action. Il a ensuite réussi à prendre le contrôle de la Cour constitutionnelle dont il a nommé les membres. Elle est désormais présidée par son ex-ministre et ancien avocat personnel. Lors des élections législatives de 2019, il n'y avait que 2 listes, toutes 2 favorables à Patrice Talon. Les partis d'opposition n'ont pas pu présenter de candidats du fait d'évolution du code électoral. Le taux de participation n'a été que de 23% seulement, contre près de 75% aux élections précédentes en 2015. Il s'est agi du taux de participation le plus faible de l'histoire du pays. Ces élections furent marquées par des appels au boycott de l'opposition et par des violences les jours suivants. Le contrôle total du Parlement sorti des urnes en 2019 a permis à Patrice Talon de réformer de manière très restrictive le code électoral, en prévision de l'élection présidentielle de 2021. Pour être candidat, il faut désormais obtenir les parrainages d'au moins 10% du total des députés et des maires, soit 16 parrainages. Mais les 159 élus, 82 députés et 77 maires, appartiennent en majorité au camp du pouvoir. Il n'y a que 6 maires qui sont dans l'opposition. Face à de telles conditions, les principales figures de l'opposition béninoise, dont certaines sont en exil, ont vu leur candidature rejetée. C'est ainsi que lors de la présidentielle du dimanche 11 avril dernier, les électeurs béninois n'ont eu le choix qu'entre le président sortant, qui avait pourtant dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat, et les deux figures politiques peu connues dans le pays. Patrice Talon est décrit comme un conservateur. Il n'a nommé que 4 femmes sur 22 ministres. Et à la suite des élections législatives d'avril 2019, les femmes restent très minoritaires parmi les députés. Selon le journaliste et enseignant Francis Patinde, la politique de Patrice Talon se traduit par un recul des droits humains et du droit de grève.
Voilà donc qui est l'homme qui, arrivé au pouvoir par la voie des urnes, après avoir promis de n'effectuer qu'un seul mandat, est en passe d'être réélu sans gloire pour un second mandat. Cet homme, grand admirateur du dictateur rwandais Paul Kagame, pourrait bien rester dans l'histoire du Bénin indépendant comme le fossoyeur de la démocratie dans ce pays, qui pourtant avait été le pionnier de la démocratie au début des années 90. Mardi 13 avril, la Commission électorale nationale autonome a annoncé des résultats encore provisoires, indiquant que Patrice Talon avait été réélu dès le premier tour avec 86% des suffrages. Selon cette même commission, le taux de participation a été très faible, 50,17% seulement. Des statistiques non officielles ont également circulé, indiquant que le taux de participation aurait en fait à peine dépassé les 20%. Parlons maintenant du Tchad, pays où j'ai vécu et travaillé plusieurs années. Ce vaste pays sahélien qui s'étend entre la Libye, plongée dans la guerre civile, au nord, et l'instable République centrafricaine, également plongée dans une guerre civile larvée, au sud. Et ce Tchad, donc, qui partage une très longue frontière à l'est avec la région toujours troublée du Darfour, au Soudan, et avec le Niger, pays sahélien, à l'ouest, touché par les activités des groupes terroristes islamistes. Ce pays, le Tchad, doit son nom au lac du même nom, un lac partagé entre plusieurs pays et qui rétrécit inexorablement. À l'ouest de ce lac se trouve la région du Nigeria, qui est le théâtre de la sanglante rébellion islamiste de Boko Haram. Les multiples îlots qui parsèment le lac Tchad serviraient d'ailleurs de sanctuaire à ce groupe terroriste, qui a également lancé des attaques meurtrières contre le Tchad, le Niger et le Cameroun, autres pays riverains du lac. La République du Tchad est donc située dans l'œil du cyclone, dans une région d'Afrique ravagée par des rébellions et des guerres civiles. Le pays a d'ailleurs lui-même payé un lourd tribut à l'instabilité, puisqu'il a lui aussi connu son lot de guerres civiles, causées au départ par les disparités entre le nord semi-désertique et musulman et le sud fertile et chrétien. C'est ce genre de disparité physique, culturelle et religieuse entre nord et sud qui a également provoqué de longues guerres civiles chez le voisin soudanais, où le sud du pays a fini par préférer se séparer et devenir un État indépendant en 2011. Le Tchad a également souffert des velléités annexionnistes de son riche voisin du nord, la Libye, du temps du colonel Kadhafi. Les aventures militaires libyennes au Tchad ne firent qu'aggraver une guerre civile qui n'en finissait pas. Un ancien rebelle nordiste, autrefois soutenu par Kadhafi mais devenu son pire ennemi, Hissène Habré, parvint, dans les années 80, à restaurer l'unité nationale, à chasser les Libyens et à ramener une paix bien précaire dans le pays. Mais pour les crimes commis sous son régime, l'ancien dictateur renversé en 1990 purge actuellement une peine de détention à perpétuité dans une prison sénégalaise après avoir été condamné par une cour spéciale africaine. C'est son ancien bras droit et tombeur, Idriss Déby, qui dirige le pays depuis qu'il l'a renversé, après une rébellion armée en décembre 1990. Cela fait donc presque 31 années que cet ancien seigneur de la guerre préside aux destinées du Tchad. Une belle longévité pour un personnage sans éducation et sans grand charisme. Plusieurs facteurs expliquent une telle longévité. L'exploitation du pétrole, à partir de 2003, lui a permis de disposer d'importants revenus, dont sa famille, son clan et sa clientèle ont également profité, contrairement à la majorité du peuple tchadien, qui vit dans la pauvreté et le chômage. Le Tchad figure toujours tout en bas du classement, à la 184e position en matière de développement humain. Le régime Déby a certes su utiliser une partie de la manne pétrolière pour des infrastructures
dont le pays avait grand besoin. C'est ainsi que durant mes années tchadiennes, j'ai vu la route reliant la capitale N'Djamena à Abéché, la ville où je vivais, à l'est du pays, être progressivement asphaltée. Les 900 km qui séparent les deux villes peuvent aujourd'hui être parcourus sans difficulté en une journée. La capitale a subi de grands changements. Les vieilles maisons ont été rasées pour céder la place à des immeubles modernes et à de larges avenues. Le palais présidentiel s'est démesurément étendu, à tel point que le visiteur se rendant à N'Djamena pour la première fois serait surpris d'apprendre que la ville est située au bord du Chari, la rive de ce quasi-fleuve qui alimente le lac Tchad est désormais presque entièrement occupée par le vaste périmètre du palais présidentiel et le Chari n'est donc pas accessible et pas visible depuis le centre-ville. Le président a su placer les siens aux postes clés de l'administration, de l'armée et de l'économie. Dernièrement, il a succombé à un travers que l'on croyait révolu en Afrique, celui de l'amour des titres ronflants et honorifiques. C'est ainsi qu'Idriss Déby a daigné accepter la dignité de maréchal du Tchad, un titre spécialement créé pour lui. Cette plaisanterie a rappelé de bien mauvais souvenirs aux Africains, ceux d'autres dictateurs et d'autres temps que l'on espérait révolus. L'époque des maréchaux Mobutu, Idi Amin Dada et Bokassa. Le principal élément qui a permis à Idriss Déby de durer si longtemps est sans doute son armée. Une armée aguerrie par les différents conflits dans lesquels elle a été engagée et qui constitue pour la France une carte maîtresse dans le cadre de l'opération Barkhane qui a succédé à l'opération Serval déployée au Sahel depuis 2013. L'armée tchadienne se bat au Mali et au Niger contre les groupes armés islamistes et dans ce combat, elle est certainement beaucoup plus redoutable que les autres contingents africains engagés. C'est cette efficacité qui a rendu le régime Déby indispensable et fréquentable pour les gouvernements qui se sont succédés à Paris depuis 2013. Les autorités françaises préfèrent donc ignorer les abus de ce régime et son caractère très peu démocratique. C'est dans ce pays, le Tchad, qu'a eu lieu une nouvelle élection présidentielle le dimanche 11 avril. Sans surprise, le président sortant Idriss Déby avait été investi candidat pour un 6e mandat par son parti, le Mouvement patriotique du salut. Un changement de constitution voté à l'Assemblée nationale a mis fin en 2018 à l'absence de limite du nombre de mandats présidentiels, tout en allongeant sa durée de 5 à 6 ans. La nouvelle loi fondamentale ne tient cependant pas compte des mandats effectués avant sa promulgation, permettant ainsi à Idriss Déby d'être éligible pour 2 autres mandats. Le poids lourd de l'opposition, Saleh Kedzabo, a retiré sa candidature au début du mois de mars 2021 en dénonçant une militarisation évidente du climat politique après l'intrusion des forces de sécurité dans la résidence d'un autre candidat, Yahya Dillo, jugeant qu'un tel événement impacte négativement le processus électoral en cours. Le 3 mars, la Cour suprême a publié la liste des candidats retenus pour la présidentielle. Sur 17 candidatures déposées, 10 ont été retenues. Parmi les candidats autorisés à se présenter, 3 avaient pourtant déjà annoncé leur retrait. Parmi ces derniers figurait Saleh Kedzabo. Comme au Bénin, ce sont donc des personnalités politiques sans envergure qu'Idriss Déby a affrontées dans les urnes. L'issue du scrutin est donc largement prévisible. Les violations des droits humains et le déni des libertés fondamentales ont miné la crédibilité de l'élection, a estimé Human Rights Watch. L'Organisation des droits de l'homme avait déjà dénoncé avant l'élection une répression implacable contre des opposants. Selon des témoignages recueillis par Human Rights Watch, des forces de sécurité ont passé à tabac des manifestants avec des fouets, des bâtons et des matraques. Un manifestant a également déclaré qu'il avait été soumis à des décharges électriques pendant sa détention, a poursuivi l'ONG de défense des droits humains dans un communiqué. Lors de manifestations organisées par l'opposition,
les forces de sécurité ont eu recours, selon Human Rights Watch, à des gaz lacrymogènes et ont procédé à l'arrestation arbitraire d'au moins 112 membres et sympathisants de partis d'opposition et d'activistes de la société civile, dont certains ont été roués de coups. Human Rights Watch a dénoncé un usage excessif de la force contre des manifestants, des traitements inhumains et dégradants et des actes de torture. Au Tchad comme au Bénin, les seuls résultats intéressants seront les taux de participation lors de ces mascarades électorales. Pour finir ce triste compte-rendu de démocratie bafouée, il me reste à évoquer le petit Djibouti, pays indépendant depuis 1977 et dont l'existence est le résultat de l'absurdité des frontières tracées entre les puissances coloniales, en l'occurrence dans le cas de Djibouti, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. L'ancienne côte française des Somalies est un petit territoire aride de 23 200 km², coincé entre l'Érythrée au nord, l'Éthiopie à l'ouest et au sud, l'Éthiopie à l'ouest et au sud, et le Somaliland au sud-est. Je rappelle que le Somaliland s'est détaché de la Somalie depuis la guerre civile en 1990. À l'est, le pays est ouvert sur le détroit de Bab el-Mandeb qui relie la mer Rouge à l'océan Indien. De l'autre côté du détroit se trouve le Yémen et la péninsule arabique. La population actuelle atteint 920 000 habitants, dont 58% sont concentrés dans la ville qui a donné son nom au pays, Djibouti. Ce pays désertique, au climat aride et extrêmement chaud, dispose de quelques ressources minières telles que l'or, le gaz naturel, le cuivre, le zinc, ainsi que le fer et l'aluminium. Mais c'est surtout son port et unique ville importante qui a fait son importance depuis la création du territoire. Terminus du chemin de fer construit par les Français reliant Addis Abeba, la capitale éthiopienne, au port, il constitue le principal débouché du grand voisin éthiopien pour ses exportations et ses importations. C'est encore plus vrai depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1991, qui a privé l'Éthiopie de sa façade maritime sur la mer Rouge. En 2015, 80% des exportations et importations de l'Éthiopie transitaient par les ports djiboutiens. La principale activité industrielle est donc le port de Djibouti et maintenant son extension à Doralé. Le pays compte peu d'activités industrielles et quasiment pas d'agriculture. Pour ses besoins alimentaires, Djibouti s'approvisionne auprès de ses voisins, Éthiopie, Somalie et Yémen, et pour ce qui est des produits manufacturés, principalement de la France. Mais au fil des ans, c'est sa position stratégique qui a donné de l'importance à Djibouti. Le territoire continue à abriter la plus grande base militaire française dans le monde. En outre, depuis 2002, le pays accueille la seule base américaine sur le continent africain, la première base militaire du Japon à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale, installée en 2011, une base militaire italienne depuis 2012 et une base militaire chinoise depuis 2017. Ces bases militaires assurent des recettes importantes au pays sous forme de loyers rapportant en 2017 128 millions d'euros, soit 3% du PIB. Indépendant depuis 1977, Djibouti n'a connu depuis lors que 2 présidents. Son premier président fut Hassan Ould Abtidon, qui dirigea le pays jusqu'en 1999. Son successeur fut Ismaïl Omar Guelleh, qui appartient au même clan que le premier président. Djibouti a connu une rébellion armée entre 1991 et 2001. Comme la plupart des pays africains, un système politique à parti unique a été imposé au pays. Ce n'est qu'en 1992 qu'une nouvelle constitution a permis la création de plusieurs partis. Cependant, comme au Tchad, ce multipartisme de façade cache mal la réalité du pouvoir autocratique d'un homme, Ismaïl Omar Guelleh, régulièrement réélu au premier tour des élections présidentielles avec des scores de type soviétique. La dernière élection, celle du 9 avril dernier, n'a pas fait exception à la règle, puisque le président sortant a été réélu
avec 98,58% des suffrages. Seul un illustre inconnu s'était présenté contre lui, apportant ainsi un crédit démocratique à cette farce électorale. Aujourd'hui âgé de 73 ans, Ismaïl Omar Guelleh entame donc un nouveau mandat de 5 années après les 22 années déjà passées à la tête du pays. Voici donc, chers amis, les nouvelles un peu pessimistes que je voulais partager avec vous, en provenance, et c'est triste de le dire, de 3 pays d'Afrique francophone. En matière de démocratie, il semblerait que certains pays d'Afrique anglophone soient plus exemplaires. Je pense en particulier au Ghana, au Botswana et à d'autres pays. Merci, chers amis, pour votre patience, pour écouter ces nouvelles un peu désespérantes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles peut-être plus réjouissantes.